Alors, bienvenue à tous. Bienvenue à cette journée organisée par le Centre Justice et Foi en collaboration avec Attaque Québec. Je m'appelle Catherine Caron, je suis rédactrice en chef adjointe à la revue Relations, qui est publiée par le Centre Justice et Foi. Et je suis aussi militante, membre du conseil d'administration d'Attaque Québec. Alors, c'est avec ce double chapeau que je vous accueille aujourd'hui. La première chose qu'on fait aujourd'hui, c'est de souligner la parution du numéro de la revue Relations Halte au capitalisme vert, qui est mentionné dans un article du Devoir aujourd'hui qui parle des médias et de l'environnement d'ailleurs. C'est le numéro qui est actuellement en kiosque et que vous avez tous dans votre pochette. C'est un cadeau qu'on vous faisait avec votre inscription. Et il y en a en avant si vous voulez, si vous le trouvez tellement bon que vous en voulez pour vos amis, vous en achetez d'autres copies. Alors, je vais vous en dire quelques mots avant qu'on commence la journée, parce que c'est dans la foulée de ce numéro-là qu'on vous propose la réflexion d'aujourd'hui. Une journée pour creuser un petit peu plus les questionnements de ce dossier-là sur l'économie verte. Une économie verte qui nous est proposée comme solution au changement climatique, mais qui n'est peut-être pas toujours aussi verte et vertueuse qu'on le prétend ou qu'on le croit. Alors, on va explorer un peu ça ce matin. Cette semaine, dans le contexte de la marche Action Climat à Québec et du sommet des premiers ministres à Québec, il y a beaucoup été question de changement climatique, politique gouvernementale, marché du carbone, économie verte. On a beaucoup entendu parler de ça et notre objectif, justement, avec ce dossier qui tombe vraiment bien, c'est de mieux comprendre le concept de l'économie verte et aussi d'explorer certaines des voies vers une vraie transition écologique, la transition que nos sociétés doivent réaliser dans le contexte du réchauffement climatique, pour aller vers ce qu'on pourrait appeler une économie écologique ou une économie vraiment verte. Alors, vous allez comprendre au fil de la matinée un peu qu'est-ce qu'il y a de pas tout à fait vert dans l'économie verte. Vous aurez compris aussi que quand on dit « halte au capitalisme vert », on laisse le lecteur penser par lui-même qu'on dit aussi « halte au capitalisme ». Nos sociétés ont du mal à l'admettre, mais les vraies solutions à la crise climatique et écologique, et on pourrait ajouter la crise sociale, la crise économique, etc., exigent de remettre en question le capitalisme, ce que dit avec éloquence Naomi Klein dans son dernier livre. La journée d'aujourd'hui est tout à fait dans la lignée de ce que Naomi Klein porte comme réflexion. Alors, dans notre dossier, il y a une entrevue avec Éric Pinault, qui nous démontre bien tout ça en nous parlant spécifiquement de l'économie verte au Québec. Alors, je vous la recommande, c'est excellent pour comprendre un certain nombre de choses, entre autres que, je vous mentionne un des points pour titiller votre curiosité, mais que ce sont les entreprises des sables bitumineux qui sont les premiers investisseurs dans les énergies vertes au Québec. Voilà qui pose question. Alors, vous allez en apprendre plus long en lisant l'entrevue. Notre dossier présente aussi les articles de Dominique Bernier, que vous allez entendre dans quelques minutes, de Maxime Combe, qui est le co-auteur du livre « La nature n'a pas de prix », que vous allez trouver à l'entrée si vous voulez vous le procurer, et de moi-même, qui permettent de mieux comprendre que nous sommes vraiment dans une étape de marchandisation de la nature, une nouvelle étape de marchandisation et de financiarisation de la nature qui nous éloigne souvent des solutions, des vraies solutions, et qui nous empêche de penser notre rapport au monde selon d'autres termes que ceux de la valeur économique. Donc, c'est de ça dont il est question dans ce débat-là. L'article de Molly Kane, c'est un court article qui nous montre un peu les conséquences du processus qui est en cours sur les pays d'Afrique. C'est quelque chose qu'on va aussi découvrir dans le film qui va vous être présenté ce matin. Et l'article d'Andrea Levy nous parle de géo-ingénierie. Il faut bien articuler quand on dit ce mot-là, qui est un peu cette croyance aveugle que les technologies vont nous sortir de tous les pétrins. Hein. Et on inventera toujours la nouvelle affaire qui va nous permettre de ne pas régler le problème, puis tout va bien aller. Alors, c'est un article très intéressant aussi. Face à tout cela, nous, on pense qu'il faut, entre autres, renouveler la démocratie et retrouver une éthique de responsabilité commune envers la nature pour vraiment être en mesure de protéger les écosystèmes et nos milieux de vie. À cet égard, c'est l'entrevue avec Gaël Géraud dans le dossier, qui est un économiste jésuite français, fort intéressant, qui nous parle des biens communs. Il va tout à fait dans cette réflexion-là sur cette éthique de responsabilité commune qu'il faut retrouver ou en tout cas
créés. Et il y a aussi la réflexion de Jonathan Durand-Folco, qui est juste en avant ici, qui donne un atelier cet après-midi. Il nous parle de l'écosocialisme municipal, donc des initiatives ancrées localement qui nous permettent d'agir dès maintenant pour commencer à amorcer les transitions écologiques. Voilà. Ensuite, donc c'est ça vous donne un petit aperçu du dossier. Vous êtes chanceux, vous l'avez tous, vous allez pouvoir le lire. C'est un numéro qui s'inscrit dans la continuité de plusieurs dossiers que la revue Relations a proposés au fil des dernières années. Ils vous sont proposés à l'entrée et on vous fait une offre spéciale aujourd'hui. Si vous vous abonnez, vous avez 2 numéros gratuits en plus parmi la sélection qu'on vous a faite. Alors, on espère que vous allez en profiter. Vous avez un petit coupon d'abonnement dans votre pochette pour cela. Alors, ce matin, nous proposons un horaire assez chargé. Il y a 2 conférences avec des périodes de questions et un extrait de film. Alors, c'est un horaire que j'appelle gourmand. On a voulu vous proposer beaucoup de choses de manière assez généreuse, mais ça va nous imposer une discipline assez serrée. Je vais vraiment demander la collaboration des panélistes et de vous tous pour qu'on arrive dans notre horaire. Alors, on commence dès maintenant avec la conférence intitulée « Économie verte, brader la nature pour sauver la finance », point d'interrogation, avec Dominique Bernier. Alors, je vous la présente en quelques mots. Dominique est militante écologiste et altermondialiste. Elle s'intéresse aux conséquences de la mondialisation et de la financiarisation de l'économie sur l'environnement et sur la société. Elle a travaillé plusieurs années aux Amis de la Terre de Québec, également à la Centrale des syndicats du Québec dans le domaine de l'environnement. Elle travaille actuellement à la Coalition pour que le Québec ait meilleure mine et elle est membre du CA d'Attaque Québec comme militante. C'est une fille bien occupée. Et elle signe dans le dossier de relations un texte au titre vraiment charmant « Quand les loups de la finance montrent patte verte ». Alors, place à toi, Dominique, tu as une trentaine de minutes. Est-ce que ça fonctionne? Oui, voilà, OK. Je vais tout faire pour rentrer dans le temps imparti. Ce ne sera pas facile parce que c'est un sujet qui est quand même assez vaste. Je ne prétends pas non plus faire le tour. Je vais essayer de faire un survol du sujet, mais vous comprendrez qu'il y a des éléments assez complexes. Donc, je vous invite à poursuivre les recherches par vous-même par la suite. Tout ce qui a trait à l'économie verte, au capitalisme vert qui est mis de l'avant par les grandes instances internationales est facile à trouver en ligne, donc pour quiconque s'y intéresse. Donc, je vous invite à poursuivre la réflexion de votre côté. Pour commencer, je trouvais important de faire un petit rappel historique, pas complet encore là, parce que ça a commencé bien avant 1972, mais disons à partir des années 70, moment qui correspond en fait à la prise de conscience de l'humanité face à la question environnementale, avec notamment le livre de Rachel Carson qui s'appelle toujours Silent Spring. C'est un livre qui montrait en fait les impacts dévastateurs de certains produits, comme notamment le DDT, sur la faune et la flore. Donc, à la suite de ce rapport-là, il y a le Club de Rome qui a commandé une étude pour essayer de faire le point sur la question. Ça a donné le rapport Halte à la croissance, qu'on appelle aussi rapport Meadows, du nom du chercheur qui a coordonné les travaux. Ce rapport-là remettait en question, vous le comprendrez comme son nom l'indique, la nécessité ou en fait la question de la croissance économique et aussi de la croissance démographique, en disant qu'il fallait que dans le fond la croissance démographique, il fallait s'y attarder si on ne voulait pas que ça devienne un problème éventuellement. Mais c'est l'aspect vraiment croissance économique qui était remis en question, qui était en fait qui a provoqué beaucoup de bouleversements. Là. Vous comprendrez que ce rapport-là n'a laissé personne indifférent et que plusieurs se sont empressés d'essayer de discréditer les travaux de ce chercheur-là, qui était pourtant de cette équipe de chercheurs, travaux qui sont pourtant, dont les conclusions sont encore pourtant toujours valides actuellement. Par la suite, en fait, en réaction à ce rapport-là, d'autres travaux ont été menés qui ont donné lieu au rapport Notre avenir à tous, mieux connu sous le nom de rapport Brundtland. C'est le rapport qui a popularisé le concept de développement durable. Donc, on voit ici que
en ramenant le développement, on vient réhabiliter la croissance, parce que qui dit développement, la croissance est implicite, en fait, dans la question de développement telle que mise de l'avant dans le rapport Brundtland. Donc, c'était un recul par rapport aux recommandations du rapport Halte à la croissance, mais cependant, le développement durable tentait de mettre sur, en fait, en équilibre les questions sociales, environnementales et économiques. Donc, on ramenait un peu la croissance économique avec les questions sociales et environnementales. Pardon, je vais continuer l'historique un petit peu, c'est vrai. Par la suite, en fait, c'est ça, c'est lors du sommet de Rio de 92 qu'on a vu vraiment le concept de développement durable qui a été promu à sur l'ensemble de la planète, et on sait que, bon, ce concept-là, maintenant, un grand nombre de personnes sont familiers avec, et les gouvernements se le sont appropriés et l'ont peu à peu vidé de son sens aussi. Donc, concept qui était déjà à la base assez faible, assez peu propice pour régler les différents problèmes qu'on connaît, a été encore plus vidé de son sens. Et par la suite, en fait, en réponse à la crise économique de 2008, à la crise financière, je devrais dire, à la base, l'idée d'un Green New Deal a commencé à faire son chemin, c'est-à-dire l'idée de transformer l'économie pour la rendre plus verte. Et ça a été présenté au sommet de Pittsburgh en 2009. Et c'était une vision assez keynésienne, en fait, de l'économie verte qui était présentée, c'est-à-dire des investissements publics massifs pour faciliter une transition énergétique, notamment, et un nouvel aménagement du territoire. Puis par la suite, pour le sommet de Rio, avant le sommet Rio plus 20 qu'on appelle, qui intervenait en 2012, donc exactement 20 ans après le tout premier sommet de Rio, le Programme des Nations Unies pour l'environnement s'est mis à, dans le fond, faire en sorte de lancer les discussions sur l'idée d'une économie verte. Et dans le fond, ce qu'on connaît de l'économie verte vient principalement d'un rapport produit par le Programme des Nations Unies sur l'environnement, qui a été repris par un grand nombre d'institutions internationales comme la Banque mondiale, par de grandes entreprises aussi. Et c'est de ce type d'économie verte-là dont je vais vous parler dans les autres points. Pour le Programme des Nations Unies sur l'environnement, l'économie verte, c'est une économie qui entraîne une amélioration du bien-être humain et de l'équité sociale, tout en réduisant de manière significative les risques environnementaux et la pénurie de ressources. Jusque-là, ça va. On voit ça, on se dit, mais c'est merveilleux, c'est ça que ça nous prend. Personne ne peut être contre la vertu. Donc, l'objectif mis de l'avant, l'objectif principal du rapport qui s'appelle Towards a Green Economy, donc c'est vers une économie verte, c'est d'investir 2% du PIB mondial dans différents secteurs pour les verdir. Donc, c'est de faire en sorte qu'une partie du PIB serve à amorcer une transition, on pourrait penser, mais on va voir que dans les faits, c'est pas tout à fait ça qui est mis de l'avant. Quand même, le rapport, ce qu'on peut voir, c'est qu'il présente un très beau, très intéressant état des lieux de la situation environnementale et sociale actuelle. On voit ici, ce graphique-là est particulièrement intéressant, il vient du rapport. On voit que en abscisse, c'est l'indice de développement humain des Nations Unies, c'est-à-dire que la ligne pointillée orange correspond au seuil à partir duquel on peut faire en sorte on peut considérer qu'une société possède un indice de développement humain suffisant pour que les gens soient bien, dans le fond, qui aient leurs besoins comblés. Et en ordonnée, en fait, c'est l'empreinte écologique. Donc, on peut voir que les pays qui ont une empreinte écologique suffisamment basse pour être viables sont les pays qui se retrouvent en dessous de la ligne verte. On peut voir qu'il y a seulement quelques pays qui arrivent à rejoindre les deux. Ce sont des pays des Caraïbes et d'Amérique latine, pour ne pas les nommer, Cuba et la Bolivie. Donc, ce sont deux pays qui ont des choses en commun au niveau politique et économique dont le rapport ne fait absolument pas mention. Ce qui est assez intéressant dans ce rapport-là, c'est la totale absence de prise en compte des dynamiques économiques et politiques.
C'est comme si ça n'existait pas pour le programme des Nations Unies pour l'environnement. C'est comme si on pouvait transformer les rapports économiques et politiques sans parler d'économie et de politique vraiment, sans le remettre en question le modèle qui est prôné dans la plupart des pays. Ça, c'est quelques exemples, en fait, de ce que le programme des Nations Unies préconise. En fait, c'est des valeurs économiques qui sont attribuées à différents services et à différents biens produits par la nature. De cette manière-là, ce qu'on espère faire, en fait, c'est faire entrer les questions écologiques dans le calcul comptable des différents États. J'ai rien contre les comptables, soit dit en passant, là, mais je ne suis pas certaine que leur champ de compétences peut s'adapter à des choses aussi complexes que les écosystèmes. C'est plus compliqué que des colonnes de chiffres, les relations entre les différents éléments d'un écosystème. Ça, c'est un petit exercice que j'ai fait. J'aime beaucoup faire ça quand j'ouvre un rapport qui comporte plusieurs centaines de pages. J'ai fait un décompte de certains mots-clés qui se retrouvent dans le rapport. On peut voir que le mot économie est présent un peu plus de 1000 fois, le mot croissance plus de 400 fois, le mot marché 400 fois, capital 375, finance 250, bénéfices, encore une centaine de fois. Nature, 70 fois. Écologie, 20 fois. Terre, 18 fois. Solidarité, 5 fois. Je trouve que c'est assez révélateur un peu de l'orientation du rapport qui est sous vraiment un vernis de vertu. Si on fait abstraction de la langue de bois qui est utilisée et des beaux mots utilisés, cherche à, dans le fond, cautionner un modèle qui est à la source des problèmes écologiques et sociaux actuels. Ça, c'est un petit extrait qui me semblait très révélateur. En fait, on voit là un aveu du fait que le secteur financier est, comme disait Chartrand, amoral, asocial et apatride. Dans cet extrait-là, c'est ça qui est dit, en fait. Et on dit que, dans le fond, le rôle des États devrait être de corrompre un peu cette façon d'agir des marchés en orientant leur action. On dit, dans le fond, que les marchés, peu importe si c'est de l'économie destructrice ou de l'économie plus verte, ils vont être si c'est rentable, ils vont y aller. Donc, le rôle des États, c'est de faire en sorte que ça soit rentable. Ça en dit beaucoup sur ce rapport. Donc, je vais parler un peu d'un élément clé, en fait, de l'économie verte, qui est la bourse du carbone. Il faut savoir que, c'est ça, la bourse du carbone, c'est un marché public de négociation et d'échange de crédits d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est calqué sur les modèles d'échange financier standard. C'est vraiment un peu le même principe. Il y a des crédits d'émission qui sont distribués aux grands pollueurs et ceux-ci, et c'est une distribution qui est assez généreuse, là. Ils reçoivent des crédits gratuitement et si ils arrivent à ne pas tous les utiliser, ils peuvent vendre ce qui leur reste à d'autres entreprises. Donc, c'est ça un peu le principe. Et ils peuvent aussi acheter des crédits provenant de pays du Sud. De projets dans des pays du Sud qui supposément arrivent à être positifs, c'est-à-dire à capter plus de CO2 qu'ils en dégagent. La bourse du carbone, elle vient du protocole de Kyoto. C'est les mécanismes de flexibilité qui visaient à permettre, dans le fond, aux pays du Sud, essentiellement les mécanismes de flexibilité, ça visait à permettre aux pays du Nord de continuer à faire ce qu'ils font. C'est un peu ça. Et à remettre le poids du changement sur les pays du Sud en disant que ça va favoriser le développement, ça va les financer, etc. C'est un peu ça le prétexte. Et c'est vraiment calqué sur les mécanismes du marché. L'orientation idéologique, vous la reconnaissez, c'est l'idée que moins il y a d'interférences, que dans le fond, si le marché ne fonctionne pas bien et qu'il y a de la dégradation actuellement au niveau social et environnemental, c'est essentiellement parce que il y a un manque d'information.
si tous les acteurs avaient l'information nécessaire, il n'y aurait pas de problème. Donc, le rôle de l'État, le rôle de la Bourse du carbone, c'est d'essayer de corriger ce manque d'information. Donc, c'est ça, principalement, c'est des droits de polluer, parce qu'il n'y a pas, ça fait en sorte que les grandes entreprises peuvent continuer à faire ce qu'ils ont toujours fait, et ils font beaucoup d'argent avec la Bourse du carbone. Il y a vraiment je veux dire, on a une expérience là en Europe qui est assez concrète et qui commence à être substantielle, et on peut voir que, par exemple, c'est plus intéressant pour les grands émetteurs de continuer à polluer et ils peuvent vendre leurs crédits qu'ils ont reçus gratuitement du gouvernement à un fort coût et acheter des crédits dans les pays du Sud à un faible coût et faire un bénéfice avec ça, tout en continuant d'opérer leurs activités exactement de la même manière. Donc, il n'y a aucun incitatif à changer de pratique, à améliorer les pratiques. C'est vraiment plutôt un incitatif à continuer dans la même direction, plus que c'est payant. Et oui, un élément intéressant sur lequel je vais revenir un petit peu plus tard, c'est que les réductions d'émissions, c'est très, très douteux. C'est impossible à évaluer, en fait, parce qu'on compare des échelles de temps différentes, des lieux géographiques différents. On compare du pétrole, des hydrocarbures fossiles qu'on extrait de la Terre avec du carbone stocké dans des forêts ou émis lorsqu'on rase les forêts. Je veux dire, scientifiquement, c'est impossible d'avoir des mesures fiables sur ces éléments-là. C'est pas possible de s'assurer qu'il y a vraiment une tonne de carbone, d'équivalent carbone qui a été économisé en un endroit et que ça va compenser la tonne de carbone émise. C'est pas aussi simple que ça, là, le fonctionnement naturel. N'importe quel biologiste pourrait le dire, d'ailleurs, c'est pas, ou écologiste, c'est pas, je parle de l'écologie scientifique, là, les relations dans les écosystèmes sont éminemment complexes et il n'y a absolument pas de supervision. C'est-à-dire que l'ONU a une instance qui accrédite certains projets, mais vous comprendrez qu'il se base sur les données fournies par l'industrie, comme dans tout, comme quand on veut, comme par exemple ici, quand Santé Canada autorise un nouvel OGM, il se base sur les données fournies par l'industrie parce qu'ils n'ont pas la capacité, en fait, ils n'ont pas le financement adéquat pour faire le suivi eux-mêmes, les recherches eux-mêmes. Donc, c'est de l'autorégulation, encore une fois. Ça, c'est un graphique qui montre un peu la fluctuation des prix du marché du carbone européen depuis pour une certaine partie de son fonctionnement, un certain nombre d'années. On voit que c'est continuellement en baisse et à un certain moment donné, les crédits d'émission d'équivalent de la tonne d'équivalent carbone étaient pratiquement à zéro. Donc, il n'y a pas de grands incitatifs à cesser d'en émettre quand ça ne coûte rien d'en acheter. Les agrocarburants, en fait, font partie des différents projets qui sont éligibles très souvent à la Bourse du carbone. Bon, de prime abord, on peut penser que c'est intéressant parce que ça vient utiliser la biomasse pour produire des substituts de pétrole qui permettent de faire fonctionner des véhicules à moteur. Sauf qu'il y a un grand nombre d'impacts liés à ces projets-là qui ne sont pas tenus en compte. C'est un des aspects très, très problématiques avec la Bourse du carbone, c'est que, dans le fond, si on tient compte seulement des émissions de carbone, ça vient occulter tout le reste. Un projet peut être positif en termes d'émissions de carbone, c'est-à-dire peut émettre moins de carbone qu'il en accumule, sauf qu'il peut avoir des impacts sociaux et environnementaux très importants tout de même. Donc, on peut penser à de la pollution de l'eau, on peut penser même à d'autres polluants atmosphériques, donc de l'accaparement des terres, etc. Et les agrocarburants font partie de ce groupe de projets absolument pas écologiques. Donc, c'est des cultures, vous l'aurez compris, ce sont des monocultures industrielles, donc on parle de très, très grands espaces en monoculture, donc avec une seule variété végétale.
très souvent génétiquement modifiés, donc qui va s'étendre à perte de vue et va engendrer un grand nombre de problèmes environnementaux, de la dégradation des sols, de la pollution de l'eau, autant l'eau de surface que l'eau souterraine, une perte de biodiversité incroyable, de l'érosion et bon, un grand nombre de problèmes pour les populations locales aussi. Bon, ce que ça provoque, en fait, la course vers les agrocarburants, c'est une ruée incroyable sur les terres agricoles. Il faut savoir que dans beaucoup de pays du Sud, notamment dans des pays africains, il n'y a pas de propriété de la terre. Donc, les gens vivent là depuis des centaines, voire des milliers d'années. Parfois, ils sont nomades. Ils ont un cheptel qui se déplace, qui vont suivre. Mais ce sont des terres qu'ils utilisent pour leur subsistance depuis très, très longtemps. Alors, quand des grosses entreprises arrivent dans ces pays-là, s'entendent avec le gouvernement, souvent en soudoyant, il ne faut pas se le cacher, il y a de ça aussi, pour s'approprier ces terres-là, c'est tragique là, pour les populations qui vivent là. Elles perdent leur accès à leurs moyens de subsistance principal. Donc, l'accaparement des terres, c'est ça que ça cause. Ça cause des gros problèmes de conflits d'utilisation de l'eau également, bien sûr, parce qu'on parle de pays souvent du Sud, souvent des pays arides. Donc, l'eau est précieuse et si l'agriculture industrielle nécessite une grande quantité d'eau, bien, ça vient causer d'énormes problèmes. Et en fait, même du point de vue des gaz à effet de serre, si on compte l'ensemble de la chaîne de production des agrocarburants, il n'y a aucun bénéfice, c'est-à-dire que ça produit plus de gaz à effet de serre. Et là, en déboisant, en fait, le calcul qui est mis de l'avant, c'est qu'une forêt mature, ça ne capte presque plus de carbone. Donc, on peut la couper. Mais dans les faits, la forêt, c'est pas juste le carbone accumulé, il y a une valeur culturelle, il y a une valeur écologique de régulation de l'eau, il y a un paquet il y a une valeur beaucoup plus importante que le carbone qui a été capté. Donc, c'est une augmentation des gaz à effet de serre. Les personnes pauvres, bon, je le disais, perdent leurs moyens de subsistance. Donc, ça fait des paysans sans terre, ça fait des paysans qui vont se retrouver dans les villes et dans une situation de pauvreté extrême. Et bon, là, les expulsions violentes de paysans, je pense que le film d'Amy Miller, dont on va voir des extraits tantôt, en montre des exemples très, très concrets. Il y a les compagnies multinationales qui s'accaparent les terres pour produire des agrocarburants, vont souvent engager des milices pour s'assurer de mater les conflits avec les paysans locaux qui ont perdu leurs terres et qui ont bien raison de se révolter, mais en général. Donc, ça occasionne de la violence là, incroyable dans les pays concernés. 60%, selon un rapport d'Oxfam, 60% des terres vendues dans les 10 dernières années ont servi à produire des agrocarburants, donc à remplir 1 milliard de réservoirs au lieu de nourrir le milliard de personnes qui souffrent de la faim. Ça, c'est un chiffre que je pense qu'il est important de retenir. C'est désastreux. Et le fait de se tourner vers les agrocarburants, ça vient empêcher une réelle prise de conscience quant à la nécessité de changer nos modes de transport en profondeur, de repenser l'aménagement des villes, de repenser tout notre mode de consommation et de production. Parce qu'on pense qu'on fait un geste écologique en remplissant notre réservoir avec de l'éthanol, mais c'est loin d'être le cas. Le reboisement. Ça, c'est souvent ça qui est vanté. En fait, ça aussi, ce sont tous des projets admissibles en général à la Bourse du carbone. Donc, il y a différents projets de reboisement dans des pays du Sud et je vais vous montrer un tout petit extrait d'une vidéo de très, très beau projet. Vous allez voir. Je ne sais pas s'il y a du son, hein? Africa, land of breathtaking beauty, extraordinary people, culture, history. But the impacts of war and poverty on the health and well-being of millions of her inhabitants
has created conditions the world must no longer ignore. In 2000, a group of New York-based entrepreneurs launched new ventures to bring significant investment in infrastructure and employment opportunities to the African continent. In doing so, they witnessed firsthand dramatic improvements in the quality of life for communities they worked within. These experiences inspired the creation of All for Africa, a not-for-profit enterprise with the goal of the sustainable development of social infrastructure necessary to improve lives. Sustainable, able to be maintained, exploiting natural resources without destroying the ecological and social balance of an area. Tonight's campaign focuses on doing just that. All for Africa's mission is to develop business models designed to generate long-term sustainable revenue streams that will provide endowments for varied organizations already doing excellent work on the ground. And tonight, All for Africa is launching its first such program, the Palm Out Poverty Initiative. The goal of Palm Out Poverty is to plant 1 million oil palm trees on approximately 17,000 acres of African soil. Once mature, these trees will yield more than 300,000 barrels of palm oil each year for a period of more than 30 years. They will generate more than $750 million of revenues over their lifetime, while absorbing more than 28 million tons of carbon dioxide annually. The 1 million trees will be divided into 700 individual oil trusts, each to be awarded to a separate beneficiary across the continent. A beneficiary which might be a school, a health facility, a vocation. On va arrêter là, mais je pense que vous avez compris l'idée. C'est vendu comme un projet avec vraiment un impact social positif. C'est vendu comme un projet qui capte le carbone, qui permet de compenser la biodiversité aussi. Mais dans les faits, ce projet-là a été étudié par des chercheurs important et montre que Heracles Farm, qui s'occupe de ça, c'est une entreprise agro-industrielle américaine qui recueille des dons pour planter des palmiers à huile là, au Cameroun quand même, via une fondation, sous prétexte de donner du travail aux gens, puis sous prétexte que c'était il n'y avait pas de forêt, donc il fallait, en plantant des arbres, on peut capter du carbone, tout ça. Mais dans les faits, ils ont détruit une forêt pluviale de 70 000 acres, donc sous prétexte que cette forêt-là était dégradée. Dégradée, ça veut juste dire que c'est une forêt mature, donc elle capte moins de carbone qu'une jeune forêt. Mais ils ont empêché l'accès à la population qui se servait de cette forêt-là pour sa subsistance, en plus d'occasionner un paquet d'autres impacts et d'empêcher les gens d'y accéder manu militari. Donc, c'est un peu ça, les projets. L'eau potable et l'assainissement, je vais passer vite parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, mais c'est un peu le même principe. Là. Il y a un accaparement des ressources en eau sous prétexte de fournir de l'eau aux personnes qui n'en ont pas, qui n'ont pas accès à l'eau. Le Forum mondial de l'eau a servi de caution pour faciliter la privatisation des ressources en eau par des multinationales comme Veolia, Danone et consorts. Donc, je vais passer vite là-dessus parce que je vais vous présenter le reste. La géo-ingénierie, je vais passer très vite aussi, mais bon, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que ce sont vraiment des mégalomanes, ces gens-là. Il faut faire attention. Ils pensent contrôler le climat avec des choses farfelues, comme parfois fertiliser les océans. Attention, pour faire pousser le plancton. Je sais pas, j'ai étudié en agro-environnement, puis j'oserais pas épandre d'engrais chimiques dans ma cour. Donc, imaginez dans les océans, ça fait pas de sens, là. Et ce sont le genre de projets qui, avec des boîtes de com, ils arrivent à vendre comme des projets viables et soutenables. La biodiversité, ben, c'est un peu le même principe que la bourse du carbone. Ce sont des mécanismes de compensation qui permettent à des industries comme les grandes minières, à des mines à ciel ouvert, de compenser la biodiversité perdue en creusant le trou, en achetant un espace supposément comparable ailleurs. Ça donne le feu vert à des projets destructeurs qui le gouvernement va accepter beaucoup plus facilement des projets quand il y a des mécanismes de compensation comme ça. C'est transigé sur les places boursières, donc il y a beaucoup de spéculation associée à ça. Et dans les faits, ça fait encore en sorte de retarder la prise de conscience sur le fait que notre mode de vie n'est pas soutenable tel qu'il est, que l'extractivisme doit être pensé, doit cesser.
Puis ça devient payant de détruire des milieux naturels parce qu'en fait, plus ils sont rares, plus ils ont de la valeur. Le merveilleux monde du marché. En conclusion, très très rapidement, bon, vous l'aurez compris, l'économie verte accélère la privatisation de la nature de plein de manières en la faisant entrer dans les mécanismes des marchés financiers. Dans le fond, c'est pas possible de combiner la croissance économique et la protection de l'environnement dans une économie capitaliste. Il y a trop de contradictions. Ça va à l'encontre des contradictions du capitalisme qui disent que, dans le fond, ça prend toujours plus. Il y a une appropriation des moyens de production, une appropriation de la nature qui doit se faire pour s'enrichir, et la protection de l'environnement et la protection de la société vont demeurer des obstacles. C'est inhérent au capitalisme, en fait. Et l'économie verte fait totale abstraction des relations de pouvoir et de domination qui s'exercent dans le monde. On l'a vu par quelques exemples. Vous allez aussi le voir dans le film d'Amy Miller. Et favorise, comme toujours, parce que c'est du capitalisme, favorise la concentration et la centralisation des moyens de production. Donc, on vient empêcher, en fait, des activités qui ont un impact positif sur l'environnement pour les remplacer par d'autres activités basées sur des technologies nouvelles, supposées être efficaces, mais qui, dans les faits, ont un impact très, très négatif. Un des plus grands impacts, je pense, c'est que l'économie verte annule le débat politique, nous empêche de penser en dehors du cadre du néolibéralisme, nous empêche de remettre en question fondamentalement les causes profondes de la dégradation actuelle, tant au niveau social qu'environnemental. Parce qu'on nous présente cette solution-là comme la seule qui peut marcher, en disant qu'il faut absolument, on a besoin des marchés financiers, on a besoin de l'industrie pour faire la transition. Mais ce sont toujours les mêmes problèmes. Elle favorise, bon, ça je l'ai dit plein de fois, les instruments de marché pour résoudre les crises. On pense que c'est absolument fallacieux de penser que ces instruments-là peuvent avoir un quelconque impact positif. Et elle est socialement et spatialement exclusive dans le sens que, dans les faits, ce qui se passe, c'est une délocalisation de l'impact écologique vers les pays du Sud et vers les classes les plus pauvres, qui sont souvent les mêmes. Donc, c'est pas au niveau social, il y a vraiment un problème, et au niveau environnemental aussi. Petite citation d'Albert Einstein que je trouvais à propos: on ne résout pas les problèmes avec les modes de pensée qui les ont engendrés. Donc, c'est vraiment un peu le problème avec l'économie verte. On nous dit que ceux qui ont causé le problème vont servir à le résoudre, alors que c'est, selon moi, absolument faux. Alors, pour les prochaines 30 minutes, Roger, la parole est à vous. Merci beaucoup. C'est avec plaisir que je suis ici avec vous pour discuter de ces questions très importantes. Alors, Dominique, je pense, a très bien placé la table en faisant une critique de l'économie verte. Ce que je vais tenter de faire avec vous, c'est dégager un peu les différents scénarios de transition écologique. Depuis quelque temps, je vous dirais 2-3 semaines, le débat s'accélère au Québec sur la question de la transition écologique. Il y a 2 semaines, un manifeste a été publié qui s'appelle Les Clans Globales. Très intéressant dans ce manifeste-là, signé par plusieurs personnalités québécoises. Premièrement, on parle très concrètement de l'importance de sortir du pétrole et donc d'arrêter toute forme d'exploitation des hydrocarbures au Québec et surtout de s'opposer aux pipelines. Mais aussi, on met là-dedans le concept d'une transition écologique, mais une transition écologique équitable. Intéressant. Sur ce arrive il y a quelques jours la conférence des premiers ministres sur l'environnement. Et là, bien sûr, on parle de transition énergétique et on nous dit 2 choses. La très grande avancée qu'au fond les premiers ministres, c'est qu'ils annoncent que l'Ontario s'est joint au marché du carbone lancé par le Québec et la Californie. Et ceci est fantastique parce que ça va permettre au Québec d'avancer dans la transition énergétique et à l'Amérique du Nord d'avancer dans la transition énergétique. Dominique a fait une bonne critique des marchés du carbone, mais c'est important de voir les contradictions et l'hypocrisie qui soulignent cette soi-disant transition énergétique. C'est qu'au même moment, Couillard ne se gêne pas d'annoncer un renouveau du plan Nord.
avec l'exploitation encore plus forte des mines au Québec. Et bien sûr, il ne s'oppose pas, mais pas du tout, au transport du pétrole sale de l'Alberta à travers le Québec. Il est pour les pipelines. Donc vous voyez un drôle de scénario se dégager de la part des premiers ministres. On parle de transition énergétique, mais on accélère les hydrocarbures, on accélère le transport des hydrocarbures, on accélère le développement minier, et bien sûr on propose les marchés du carbone comme façon de transitionner vers une autre économie. En même temps, vous avez entendu parler bien sûr de la marche qu'il y a eu à Québec, la marche Action Climat. Très intéressant, le lendemain de la marche, il y a eu un forum organisé à Québec, convoqué surtout par Greenpeace et la FTQ, auquel se sont joints la CSN, le CTC, qui est la Grande Confédération syndicale canadienne, la QLPA, Équiterre, et une série d'autres groupes, y inclut ECO, dont ces étudiants contre les oléoducs, n'est-ce pas? Et ce qui est très intéressant, c'est que cette conférence-là parlait ouvertement d'une transition énergétique, de l'importance d'avoir une transition équitable qui crée des emplois verts, mais on a vu se dégager quelques opinions, sinon divergentes, du moins différentes. Par exemple, nous avions des gens comme M. Sean Sweeney de Cornell aux États-Unis, de l'Université Cornell, qui lui avançait un projet de critique des marchés privés dans toute transition vers une autre économie, et disait il faut cesser d'avoir l'illusion de s'appuyer sur les marchés privés et sur la financiarisation comme moyen de passer à une société décarbonée ou une société sans hydrocarbures. La même critique a été reprise par M. Tony Clark de l'Institut Polaris, dans les mêmes termes. Par contre, il y avait d'autres intervenants, je vous dirais notamment les grandes organisations vertes, qui, tout en appuyant le concept de transition écologique, sont d'accord avec les marchés du carbone. Et même le lendemain, c'est-à-dire lundi de cette semaine, il y a eu une conférence appelée Switch. Essentiellement, c'est quelque chose organisé par Équiterre, dans lequel on tente de mettre les organismes verts, certains syndicats, et de grandes corporations dans une discussion sur une façon de transitionner vers une autre économie. Vous voyez donc deux appréciations différentes de ce que veut dire la transition écologique. Et sur ce, j'arrive à Tunis. Bon, le Forum social mondial a eu lieu à Tunis il y a à peine 3 semaines. Il s'est terminé. Et l'Assemblée des mouvements sociaux a adopté une déclaration très intéressante. Il y a tout un paragraphe sur la question des changements climatiques. Qu'est-ce que le Forum social mondial de Tunis dit? Il dit, dans la lutte contre les changements climatiques, il faut rejeter la notion d'économie verte. Donc la notion d'économie verte développée par le programme des Nations Unies dont Dominique a parlé ce matin, appuyé par la Banque mondiale. Et il dit notamment, nous devons rejeter les marchés du carbone, la géo-ingénierie et toutes les fausses solutions comme façon de sortir du système actuel. Et surtout, il lance un appel à la mobilisation des mouvements sociaux sur les questions environnementales, avec comme objectif la conférence des Nations Unies qu'il y aura à Paris au mois de décembre, qu'on appelle dans le jargon COP21, qui doit tenter de reprendre la discussion internationale sur comment combattre les changements climatiques. Mais ce qui est très intéressant, et le Forum social mondial de Tunis a tenu, je vous dirais, minimum une 40aine d'ateliers sur la question, sinon plus, et quelques assemblées de convergence. Ce que dit le mouvement altermondialiste, c'est que cette conférence-là, qui va être tenue à Paris dans quelques mois, aboutira à 2 choses. Probablement un accord très faible au niveau international qui ne verra pas un vrai combat contre les changements climatiques, mais surtout un accent par les grands gouvernements mis sur les marchés du carbone. Bonjour Couillard, bonjour Ontario, bonjour Californie. En d'autres termes, ce que l'on voit se dégager là, c'est une reprise de l'économie verte et une reprise de cette conception-là comme étant la façon de sortir de la situation actuelle. Et le Forum social mondial de Tunis rappelle le grand slogan de 2009, « Change the system, not the climate », changer le système et non le climat. Et donc on voit se dégager, je vous dirais globalement, 3 scénarios de transition.
Donc aujourd'hui, quand on parle de transition écologique, je pense qu'on est en droit de se dire quel type de transition, quel scénario. Et quand on parle de 3 scénarios, bien sûr vous allez me dire, bon, c'est quoi la question stratégique? À quel scénario on s'oppose? Avec quel scénario on s'allie? Est-ce possible de s'allier avec certains scénarios ou pas? Et c'est ce que je vais essayer de toucher ici, et je vais tenter d'atterrir sur le Québec. Si on n'a pas le temps, on continuera plus tard, mais au moins je vais essayer de poser les grandes questions. Donc, le premier scénario qui se dégage, je vous dirais, c'est le scénario dominant aujourd'hui. C'est le scénario principalement néolibéral, défendu par les grands gouvernements, les grandes compagnies, ce qu'on appelle l'économie verte. La financiarisation de la nature, les marchés du carbone, non pas restreindre l'exploitation des hydrocarbures, mais opter par le biais du marché d'arriver en sorte qu'on s'éloigne des hydrocarbures et que l'on développe les énergies renouvelables. Et la contradiction la plus claire se trouve dans la position de la Banque mondiale. Le président de la Banque mondiale, depuis 2 ans, ne fait que répéter à chaque occasion, surtout dans les grandes conférences internationales sur l'économie à Davos, et dernièrement en préparation à la conférence de Paris, en disant, écoutez, la Banque mondiale est pour la transition vers une autre économie décarbonée. Je critique le fait que les gouvernements à travers le monde mettent des milliards dans le développement des hydrocarbures. On devrait cesser de financer ces grandes compagnies-là ultra riches et commencer à mettre plus d'accent, plus d'investissement dans les énergies renouvelables. Mais le problème, c'est que la Banque mondiale elle-même fait le contraire. Exactement le contraire. Alors qu'un de ces comités a dit qu'il fallait que les grands fonds de la Banque mondiale commencent à être mis dans d'autres choses que le développement des hydrocarbures, les dirigeants de la Banque mondiale, dont le président dit « Oh là 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 là, faut pas quand même trop critiquer les politiques d'investissement. Oui, on va développer des barrages ici et là. On va développer peut-être des centrales basées sur le charbon. Ici et là, nous allons investir de l'argent dans tel ou tel projet de développement des hydrocarbures. Mais à long terme, vous allez voir, si on prend les bons moyens, comme le marché du carbone, comme certaines taxes sur le carbone, on sortira du problème. » Donc c'est le premier grand scénario, le scénario néolibéral, l'illusion de sortir du système actuel par la financiarisation. Donc en d'autres termes, on dit, écoutez, ceux qui sont responsables du dégât peuvent nous sortir du problème dans lequel on est. J'ai utilisé un peu l'image, c'est en fait donner au pyromane en chef, le responsable des incendies, la clé de la caserne en lui disant « Bon, tu as été pyromane jusqu'ici, mais maintenant tu vas nous aider à combattre les incendies. » Effectivement, c'est un scénario désastreux et on voit qu'on ne va pas vers une solution, mais au contraire, avec ce type de scénario-là, c'est l'aggravation de la situation actuelle. Premier grand scénario. Le deuxième scénario est un scénario un peu plus complexe, mais je pense que Dominique a commencé à en parler. C'est ce qu'on appelle le Green New Deal. Bon, le Green New Deal, c'est quoi? Je pense que Dominique l'avait mentionné. C'est la tentative de dire on peut sortir du système actuel par le développement des investissements publics, par le développement de l'État social, par le développement du keynésianisme. Mais ce qui est très important dans ce scénario-là, et c'est ce que je voudrais parler avec vous très rapidement, c'est que l'on conçoit dans ce scénario-là qu'il doit y avoir un compromis avec les tenants des grandes corporations, avec finalement ceux qui dominent au niveau du capitalisme mondial. Et ça a été explicité dans un livre très intéressant qui s'appelle Un Green New Deal, écrit par un économiste français du nom d'Alain Lipietz. Ce qui est très intéressant chez Lipietz, c'est que non seulement il a été un député vert en Europe, mais Lipietz est un économiste radical, ou qui était radical dans les années 70 et 80, qui a développé à l'époque ce qu'on appelle l'école de la régulation. Et dans son livre, il fait une critique très pointue et très importante de ce qu'elle appelle le libéralisme productiviste, en d'autres termes le néolibéralisme, et l'accent mis sur la croissance à tout casser. Il parle de l'importance de contrer la puissance financière, il parle de l'importance de contrer les compagnies, il met l'accent sur l'État et sur la sortie des hydrocarbures par le biais
des investissements massifs dans la création d'emplois verts et la création d'énergies renouvelables, mais il dit nous devons faire un compromis avec les puissances actuelles. Alain Lippiette était au Québec il y a 2 ans et demi. Il avait été invité par la Caisse d'économie solidaire, puis j'avais eu l'occasion de lui poser quelques questions. Puis sa réponse est la suivante. Je conçois qu'à long terme, le capitalisme n'est pas une solution. Je ne suis pas leurré par les prétentions du capitalisme, mais si nous sommes réalistes, et il faut quand même être réaliste, le monde ne peut pas attendre 20, 30, 40 ans que l'on puisse sortir du système, il faut faire certains compromis et trouver une façon, en fait, de conclure des accords avec les dominants pour tenter d'améliorer le système. Et cette théorie-là est reprise par certaines des grandes organisations vertes. Je vous donnerai un exemple. À la conférence de Davos, pas cette année, mais l'année dernière, le coordonnateur international de Greenpeace, qui est un militant sorti de la lutte anti-apartheid, très respecté au niveau mondial, et qui a gagné ce respect-là, a avancé la théorie suivante. Il dit, il y a des secteurs économiques sales et des secteurs économiques propres. Il y a des grandes corporations sales, notamment celles qui sont dans les hydrocarbures, et des grandes corporations propres, Internet ou autre chose. Et nous devrons tenter de nous allier avec le secteur propre pour combattre le secteur sale. Vous voyez un peu cette stratégie-là de compromis que l'on trouve dans le Green New Deal, qu'on trouve aussi chez certaines grandes organisations vertes. C'est ce qui a mené, par exemple, la QLPA ou la Fondation Suzuki à répondre oui, bien sûr, l'ajout de l'Ontario au marché du carbone en Amérique du Nord est un développement important que nous devons appuyer. Alors c'est cette idée-là dans le Green New Deal qui est dangereuse. Arrivons au 3e scénario et voyons qu'est-ce que l'on peut faire en termes de stratégie. Le 3e scénario, je l'ai dit tantôt, on l'a vu confirmé à Tunis, mais il s'est développé depuis quelques années dans la foulée du mouvement altermondialiste. Et en fait, Naomi Klein, on a parlé est celui qui vient de se terminer maintenant en 2015. Et petit à petit, nous avons vu se développer la critique de l'économie verte et la proposition du mouvement altermondialiste d'une transition juste qu'ils élaborent maintenant comme étant une transition économique, sociale et écologique équitable et juste. En d'autres termes, nous allons vers un changement du système et nous voulons expliciter ce changement du système. Bon, ce 3e scénario-là est basé sur quelques présupposés. Et encore une fois, le livre de Naomi Klein est très intéressant à ce propos-là. Elle suggère au moins 3 présupposés pour avoir un scénario de sortie du système ou un scénario de transition juste. Premièrement, contrôle public sur l'énergie. En d'autres termes, si nous voulons sortir du système actuel, énergétique et social, on ne peut pas laisser les grandes puissances des hydrocarbures, Shell, Chevron, Total et compagnie, en contrôle. Impossible. Ils contrôlent les réserves d'hydrocarbures, ils contrôlent en gros le système financier, ils l'orientent vers le développement des hydrocarbures et quoi que l'on dise, c'est ce qu'ils accélèrent. Regardons l'exemple des États-Unis. Même si Obama, en 2009, a mis de l'avant le Green New Deal, ça ne s'est jamais développé, le Green New Deal. Par contre, sous Obama, on a vu la production pétrolière aux États-Unis plus que doubler en 8 ans. D'à peu près 4,5 millions de barils de production en 2008, les États-Unis maintenant sont au-delà de 9 millions de barils de production par jour. Et la croissance est venue surtout du pétrole produit par fracturation hydraulique. Ça fait que si d'un côté Obama dit non au pipeline de Keystone, la conséquence réelle de ces politiques, c'est d'avoir doublé la production pétrolière par un pétrole particulièrement sale et particulièrement dangereux. Rappelez-vous, l'explosion de Mégantic, c'était entre autres le transport du pétrole venant de Bakken. C'est une des gisements pétrolifères aux États-Unis. Et le pétrole, là, est produit par fracturation hydraulique. Donc, si nous revenons à la conception de la transition juste, premier grand principe, nous ne pouvons pas laisser les pyromanes en contrôle de l'économie. Donc, éventuellement, un programme de nationalisation de l'énergie et un programme de réinvestissement vers les énergies renouvelables
qui amène le deuxième présupposé, qui est un contrôle du système financier. Si les grands alliés des hydrocarbures, ce sont les grandes banques, et si vous faites la liste des gros investisseurs dans les sables bitumineux, c'est Total, Chevron, Exxon, Mobil, etc. Mais c'est aussi la HSBC, la Banque Royale, Paribas, toutes les grandes banques mondiales sont là. C'est une alliance, je vous dirais, presque impossible à détricoter entre le système financier et le système de production des hydrocarbures. Donc, deuxième point qu'elle soulève, c'est le contrôle de la finance, donc un contrôle démocratique du système financier. Troisième élément qu'elle soulève, et je terminerai sur ça. Combien de temps il me reste? C'est 9 minutes. Oh. On pourrait parler du Québec. Trop de temps même. Oui. Alors, et le troisième élément qu'elle soulève, c'est l'importance cruciale de développer un mouvement social capable de porter cette transition-là. En d'autres termes, on ne s'appuie pas sur une politique soi-disant verte des grandes compagnies et des grands gouvernements à travers le monde. On ne s'appuie pas sur l'illusion d'une alliance entre l'aile moins sale versus l'aile plus sale des grandes compagnies ou du capitalisme mondial, mais on s'appuie sur le développement des mouvements sociaux. Et elle dit clairement, allez chercher les mouvements environnementalistes, allez chercher les mouvements étudiants, le mouvement syndical, les mouvements populaires, les mouvements communautaires, former un large front uni de ces mouvements sociaux-là, avec comme objectif combattre l'austérité, combattre les mesures néolibérales et en même temps articuler graduellement la sortie du système actuel. Et elle met l'accent sur l'importance cruciale d'amener les peuples autochtones dans cette grande alliance-là. Y a-t-il moyen de développer, d'articuler un tel scénario ici même au Québec? Hein? Bon. En partie, je vous dirais, nous commençons à voir cette grande alliance des mouvements sociaux. Ce qui est très intéressant au Québec depuis 5 ans, c'est que nous avons vu le développement, premièrement, de la bataille contre les gaz de schiste et une certaine victoire des mouvements sociaux à l'époque. Au moins avoir imposé, sinon un moratorium de jure, au moins un moratorium de fait sur la fracturation hydraulique au niveau des gaz de schiste. Et nous avons vu ce mouvement-là transitionner de la lutte contre les gaz de schiste à la lutte contre les pipelines. Parce que la base de ce mouvement-là à travers le Québec, c'est entre autres les comités de citoyens qui sont développés à l'époque de la lutte contre les gaz de schiste. Coalition Vigilance Oléoduc, les coalitions contre les pipelines à travers le Québec viennent beaucoup de ces mouvements-là. Donc nous voyons le développement d'un mouvement social qui va chercher de plus en plus d'appui. Et l'exemple parfait, c'est ce qu'Anthony ici a développé depuis plusieurs mois. Aussi l'implication du mouvement étudiant à travers son groupe ECO. Nous avons vu que l'AC a adopté comme slogan de lutte contre l'austérité et contre les hydrocarbures. Donc on voit ce mouvement-là s'étendre. Et maintenant, on voit le mouvement syndical, sans le dire ouvertement, au moins devenir sympathique à cette lutte-là, peut tenir un forum commun et une marche commune à Québec. Je vous dirais qu'au mois de novembre, cette marche-là était loin d'être gagnée. Les mouvements environnementalistes n'étaient pas vraiment impliqués dans la lutte contre l'austérité. Certains d'entre nous qui sont sur le collectif Refusons l'austérité ont proposé de faire en sorte que les mouvements environnementalistes s'ajoutent. À la grande manifestation du 29 novembre, rappelez-vous, les mouvements environnementalistes se sont ajoutés. Et suite à cette manifestation-là, l'idée a été lancée d'organiser la marche du 11 avril à Québec, mais qui serait une marche appuyée par l'ensemble du mouvement anti-austérité. Donc nous voyons pour la première fois au Québec, non seulement le mouvement environnementaliste, le mouvement communautaire, le mouvement étudiant, mais aussi le mouvement syndical commençait à adopter certaines stratégies de front uni. Pas toujours explicites, mais c'est quand même là. Et c'est un développement énorme. Donc, il y a des bases qui commencent à être établies au Québec. Mais je pense que nous devons développer le débat entre nous sur la vision de la transition. Il y a un débat à faire avec nos amis des grandes organisations ouvertes sur la question des marchés du carbone. On peut très bien s'allier sur la lutte contre les hydrocarbures, contre les pipelines, contre la fracturation hydraulique, pour le développement des énergies renouvelables.
Mais on peut aussi garder un espace critique pour dire, mais attention, l'accent que vous mettez sur les marchés du carbone est illusoire. Cette tentative-là d'essayer de convaincre une partie des grands capitalistes pour soi-disant s'opposer au néolibéralisme productiviste et l'économie verte est aussi illusoire. Je pense que c'est là où nous devons développer une certaine maturité stratégique. Savoir faire des alliances qui aussi ont un espace de critique. On peut critiquer certains éléments de la stratégie tout en étant d'accord sur d'autres et faire des mobilisations communes. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'important à développer puis à continuer. Je ne propose pas qu'on se lance dans une critique à tout casser de Greenpeace, AQLPA, Équiterre, mais on peut leur faire la critique sur cet aspect du marché du carbone. Et on peut faire l'alliance avec eux sur la lutte contre les pipelines, sur la lutte contre les hydrocarbures. L'un n'empêche pas l'autre et je pense que c'est un aspect important de ceux qui critiquent le capitalisme vert que de pouvoir faire cette critique amicale-là. En d'autres termes, ce que nous disons, et c'est un peu la conclusion, je dirais, du dossier qu'a produit la revue Relations, c'est que le capitalisme vert se décline de deux façons. Premièrement, par l'économie verte, ce concept-là mis de l'avant par le programme des Nations Unies, repris par la Banque mondiale, qu'on a critiqué abondamment ce matin-là, mais il y a aussi un autre aspect que l'on retrouve dans cette proposition de Green New Deal, dans cette proposition de réforme du système, qui serait une réforme où il y aurait plus d'accent mis sur les investissements publics, qui mettrait de côté l'austérité, mais qui en même temps conçoit un certain jeu avec la financiarisation, un certain jeu avec les marchés privés, et l'exemple parfait est la question du marché du carbone. Donc, nous pouvons développer cet aspect-là. Mais fondamentalement, pour avancer, je pense que c'est à nous, à ceux qui critiquent le capitalisme vert, à ceux qui veulent une réelle transition, d'articuler notre vision, de développer notre vision. Je terminerai sur ça. Certains éléments intéressants se retrouvent dans le programme de Québec solidaire. Je vous dirais que Québec solidaire, pour l'élection de 2014, a élaboré un plan de sortie du pétrole qui est quand même assez ambitieux, qui propose que le Québec sorte du pétrole d'ici 2030. Il propose un programme d'investissement de 20 milliards de dollars sur les 5 prochaines années. Il propose de mettre l'accent de 2015 à 2025 sur l'électrification des transports publics, en disant que 47% des émissions de gaz au Québec proviennent du secteur du transport. Électrifions ce secteur-là, développons les transports publics électrifiés, développons les transports publics tant au niveau urbain qu'au niveau interurbain, et nous ferons un pas énorme vers la réduction des gaz à effet de serre et le début d'une transition. Et je pense que Québec solidaire commence à articuler dans ce programme-là l'importance d'une transition équitable, d'une transition sociale, d'une transition qui ne fait pas mal aux plus vulnérables, mais qui en fait nous permet d'avancer vers une société plus juste et équitable. Mais je pense qu'il reste à développer. Je pense qu'il est important que nous tous et toutes, tant du mouvement environnemental que du mouvement communautaire, que des progressistes dans tous les secteurs, investissent ce débat-là et le développent. Et développent avec cela, je vous dirais, une stratégie plus concrète de lutte au changement climatique. Que pouvons-nous faire dans les grandes villes? Que pouvons-nous faire au niveau de Montréal? Quel est le plan d'électrification au niveau des transports urbains à Montréal? J'en ai pas vu beaucoup. Je pense que j'ai vu quelque chose qui parlait en 2025, donc dans 10 ans, d'un début d'électrification du transport public. C'est loin d'être ambitieux, disons. Donc je pense, et là peut-être notre ami Jonathan pourra nous parler quand il parle un peu plus de l'écosocialisme au niveau municipal, quels sont les éléments de transition sur lesquels nous pouvons développer des stratégies locales, des stratégies régionales. Donc, on peut avoir une stratégie nationale, mais quelles sont aussi les stratégies régionales et municipales sur lesquelles nous pouvons nous unir? Quelles sont les batailles, aussi importantes et cruciales que soient les batailles contre la fracturation hydraulique ou contre les pipelines, mais quels sont aussi les éléments de stratégie sur lesquels on peut s'unir au niveau régional et local? Comment faire en sorte que nous avançons vers un système de transport public plus efficace, moins cher, plus électrifié? Quels sont les investissements au niveau des énergies renouvelables que nous pouvons faire
non seulement au niveau national, mais au niveau régional et local. Quel est le rôle du municipal? Jonathan a quelques expériences intéressantes dont il pourra nous parler, venant d'Europe, par exemple. Donc, je terminerai sur cela. Nous avons vu qu'il y a diverses conceptions de la transition écologique. Nous avons vu qu'il y a une conception qui est en fait celle néolibérale dominante qui doit être combattue. Nous avons vu qu'il y a le début d'une formulation d'une transition juste, écologique et sociale, en grande partie portée par le mouvement altermondialiste et les mouvements sociaux, et qu'il y a une transition ou un scénario de transition qui s'appelle le Green New Deal, avec lequel nous pouvons faire certaines alliances, mais avec lequel nous avons certaines différences. À partir de ces éléments-là, essayons tous ensemble, et je ne le ferai pas aujourd'hui, de développer tant des stratégies au niveau du Québec qu'au niveau régional, qu'au niveau municipal, et ainsi unir nos forces et avancer vers une vraie transition. Merci. Merci. En fait, ce que je voudrais dire, c'est que pour plusieurs d'entre vous, sûrement que les informations qui vous ont été transmises au cours de cette journée peuvent vous paraître assez déprimantes. Quand on entend, en fait, tout ce qui se passe, quand on prend conscience de l'ampleur de ce qui est en train de se passer, on peut avoir envie de baisser les bras parce que, effectivement, il y a des forces en puissance qui sont assez impressionnantes. Mais je pense que c'est bon d'essayer de prendre du recul face à tout ça, parce que se laisser abattre, c'est certainement pas la solution. Puis quand on prend du recul, on se rend compte qu'en fait, ces forces-là sont pas nouvelles. Lors de mon bref passage dans le milieu syndical, j'ai eu la chance immense d'avoir un genre d'exposé sur l'histoire du syndicalisme qui m'a beaucoup impressionné, qui m'a fait prendre conscience qu'en fait, il y a eu des luttes immenses qui ont été menées dans des conditions bien pires que celles qu'on vit actuellement. Bon, je ne parle pas de la question écologique, bien sûr, mais de la question sociale. Il y a des gens qui ont lutté terriblement pour obtenir des avancées, et ces avancées-là, ils les ont eues. Et les forces en puissance, c'est exactement les mêmes que celles contre lesquelles on se confronte aujourd'hui. Je pense notamment à un exemple précis. Parce que je travaillais à la CSQ, les maîtresses d'école au début du siècle, elles étaient payées moins cher qu'une bonne, et Dieu sait que les bonnes n'étaient pas payées cher, vous l'aurez compris, et devaient payer elles-mêmes le bois de chauffage pour chauffer leur petite école de rang. Et elles n'avaient aucune sécurité d'emploi. La journée qu'elles se mariaient ou tombaient enceintes, elles perdaient leur emploi systématiquement. Maintenant, on s'entend que le secteur de l'éducation, c'est quand même pas le secteur avec les meilleures conditions, mais ça a quand même rien à voir avec ce que c'était il y a 100 ans. Donc, il y a des gains qui ont été faits, il y a des gens qui ont lutté, et c'était des gens qui avaient peu de moyens. La première qui a parti ça, là, le syndicalisme des maîtresses d'école de rang, là, c'était une femme avec l'équivalent d'un secondaire 5 dans sa campagne toute seule qui a trouvé le moyen de se réseauter avec les autres et de démarrer quelque chose. Donc, c'est des gains comme ça, il y en a eu. Le mouvement des femmes a fait des gains quand même phénoménal en 100 ans et se luttait contre toute une machine capitaliste et une machine patriarcale quand même assez puissante. Plus près de nous, on a eu des gains très importants contre la finance internationale, contre le libre-échange, en mettant en échec la ZLEA, en mettant en échec des traités liberticides, des traités qui venaient verrouiller le droit de faire du profit au détriment des droits humains. Donc, c'est important de se rappeler que ces luttes-là, elles ont fonctionné et qu'il existe encore des réseaux capables d'accueillir la militance puis capables de faire en sorte qu'on puisse s'unir et dépasser, en fait, les enjeux auxquels on fait face. J'en cite quelques-uns, mais je pense que ce qui est important de retenir, c'est que chacun doit agir en fonction de ses intérêts et de ses capacités. Tout le monde ne pourra pas écrire un essai économique, par exemple. Mais tout le monde ne peut pas non plus
peindre un tableau, écrire une chanson inspirante. Chacun a ses forces, puis on doit agir en fonction de nos forces puis de nos centres d'intérêt. Puis si chacun agit dans son champ d'action, je pense qu'on peut, tous ensemble, la synergie de tout ça est plus que la somme des parties. Ça donne un mouvement qui peut être assez impressionnant. Donc, il y a des mouvements prêts à vous accueillir, comme Attaque Québec, qui, si la question qui vous intéresse, c'est la question de la lutte contre le néolibéralisme, contre les paradis fiscaux, etc., le Attaque Québec, c'est son mandat. Il y a les villes et villages en transition, dont je parlais un peu dans l'atelier auquel j'ai participé. C'est un mouvement vraiment grassroots, comme on appelle. C'est un mouvement citoyen qui vise à faire changer les choses par des initiatives locales. Il y a le mouvement de la décroissance conviviale, du Buen Vivir, la Via Campesina, qui a plein de belles initiatives. Il y a toutes sortes de mouvements comme ça qui ont chacun leur mode d'action et qui se réunissent. Et par leur réunion, je pense qu'on peut avoir vraiment des changements positifs, tant du point de vue de la société que de l'environnement. Et oui, il y a urgence d'agir, mais bon, dans l'urgence, c'est souvent là où, en tout cas, je parle pour moi, là, mais souvent dans l'urgence qu'on obtient les meilleurs résultats aussi. Fait que des fois, il ne faut pas se décourager par l'urgence qu'il y a à agir. Il faut juste le faire jour après jour. Il faut faire ce qui doit être fait au meilleur de nos capacités. Puis je pense qu'ensemble, on peut réussir. Merci Dominique. Je pense qu'on a très bien compris le message. Alors oui, c'est à mon tour. Alors je me creusais les méninges pour savoir exactement quoi dire. Puis je viens de recevoir en fait un courriel très intéressant. C'est de la coalition COP21 à Paris. Donc c'est la coalition des mouvements sociaux environnementaux qui prépare la grande mobilisation à Paris. Et que nous disent-ils? Je vais vous lire 2 petits paragraphes, puis je pense que ça va orienter un peu ce que nous pouvons faire tous et toutes collectivement. Alors que la France accueille la conférence des Nations Unies sur le climat en décembre 2015, plus d'une centaine d'organisations de la société civile se mobilisent au sein de la coalition Climat 21. L'objectif, contribuer à un rapport de force favorable à une action climatique ambitieuse et juste et à la transformation durable des politiques publiques afférentes. Donc, nous commençons à voir ici un aspect de transition juste, équitable. Et qu'ajoute-t-il? Une phrase quand même qui est très significative. Le combat face au changement climatique et ses effets sur les conditions de vie de toutes et de tous ne commence pas et ne prendra pas fin au sommet de Paris. Intéressant. Donc ce n'est pas le début ni la fin de la mobilisation, et ils ajoutent après, mais l'année 2015 constitue une véritable opportunité pour nous rassembler et affirmer que le monde que nous voulons est à notre portée, un monde à l'abri des ravages, un monde où l'économie est au service des humains et de la planète, un monde qui nous permet de respirer un air sain, un environnement préservé, assurant des modèles de développement authentiquement durables pour tous et pour toutes. Et il propose une série de mobilisations, il y en a 2 pour la France, mais je vous reviendrai sur celle qui peut nous concerner au niveau international. Alors ils disent, le 29 novembre, retrouvons-nous dans les rues de Paris et dans les villes du monde entier, afin de faire entendre nos voix pour une action ambitieuse face au changement climatique. Et le 12 décembre, parce que le 29 novembre, ça sera le début de négociations climatiques à Paris, et le 12 décembre, à la fin des négociations, venez à Paris ceux qui peuvent le faire, et rejoignez la mobilisation de masse pour marquer un temps fort après 2 semaines rythmées par la montée en puissance de diverses actions. Alors, le programme qui nous est proposé, c'est un programme de mobilisation à travers 2015. Qu'est-ce que nous pouvons faire ici au Québec? Nous savons qu'il y a un mouvement contre l'austérité qui va se déployer en faveur du 1er mai, et non seulement le 1er mai, mais qui va continuer à l'automne prochain. Je pense que notre défi à toutes et tous, c'est de continuer à insérer la question du climat et des changements climatiques dans ce mouvement-là. Il y a eu un début très prometteur avec le 11 avril, mais faisons en sorte que ce n'est pas une occasion perdue, mais au contraire un tremplin pour continuer cette activité-là. Et je lance un appel. Est-ce que des groupes comme Attaque Québec, comme Alternative, comme ECHO, étudiants contre les oléoducs, et d'autres groupes environnementaux, les centrales syndicales, ne pourraient pas tenter de former une sorte de collectif de préparation à ces activités-là autour du COP21. Préparons ensemble des activités pour le 29 novembre. Faisons en sorte qu'à Montréal,
il y ait une reprise de la marche du 11 avril, mais avec d'autres thèmes, d'autres revendications, pour continuer la lutte contre les changements climatiques, contre l'exploration pétrolière, contre les pipelines, et aller de l'avant sur cette idée-là de transition et quelle sorte de transition qu'il nous faut. Faisons en sorte que cette volonté-là d'agir sur les questions du climat, dans un esprit d'équité sociale, ce ne soit pas uniquement quelque chose que l'on discute dans un colloque comme ici, mais que ce soit le prélude à l'action. Alors, prenons la journée d'aujourd'hui, non seulement comme un moulin à parole, mais surtout un défi à l'action, et continuons ensemble à développer des mouvements et à s'insérer au niveau auquel nous pouvons, au niveau de l'école, au niveau de nos mouvements, au niveau de nos groupes. Faisons en sorte qu'aussi la revue Relations, le Centre Foi et Justice et d'autres s'ajoutent à ce mouvement-là et préparons quelque chose d'intéressant pour le reste de 2015. Merci.